La racaille comme vous n'a pas sa place dans une maison de justice. Ces mots détruiraient la vie entière de l'officier David Thompson de la manière la plus brutale imaginable. La juge Diana Washington s'approcha des marches du palais de justice, vêtue de ses vêtements civils. Une mallette en cuir, contenant les dossiers du jour, serrée dans sa main. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur les marches de marbre alors que Diana marchait d'un pas mesuré, celui de quelqu'un qui avait fait ce chemin des milliers de fois auparavant. Dans sa mallette se trouvaient des ordonnances judiciaires qu'elle avait personnellement signées, des dossiers qu'elle avait personnellement examinés, et des documents administratifs portant son sceau officiel. Mais l'officier David Thompson ne voyait aucun de ces détails. Il ne voyait que ce que ses préjugés lui permettaient de voir. Eh bien, qu'avons-nous ici? Thompson sortit de derrière un pilier en béton, son insigne captant la lumière du soleil matinal. À 1,88 mètres et 109 kg, c'était une figure imposante qui avait appris à utiliser sa taille comme une arme. Ces 12 années passées dans la police lui avaient appris que l'intimidation était souvent plus efficace que le véritable travail de policier. Une autre petite frappe qui pense pouvoir s'introduire dans une propriété gouvernementale, ricana-t-il, bloquant le chemin de Diana de son corps massif, ses yeux fixés sur sa mallette professionnelle avec mépris plutôt que curiosité. Ce n'est pas un bureau d'aide sociale, ma belle. Vous êtes perdue, ou vous cherchez juste des ennuis? Diana cessa de marcher, son expression calme mais alerte. Elle avait eu affaire à des personnes difficiles tout au long de ses 23 années passées au banc, mais ceci était différent. C'était de la haine personnelle déguisée en application de la loi, et elle reconnut immédiatement le danger. « Excusez-moi, officier », répondit-elle poliment, ajustant sa prise sur sa mallette. « Je suis ici pour des affaires officielles. Si vous voulez voir ma carte d'identité, affaires officielles. » Le rire de Thompson était rude et moqueur. « Madame, la seule affaire que vous ayez ici est le genre qui vous met les menottes. C'est un tribunal fédéral, pas un centre communautaire où vous pouvez simplement vous promener et causer des problèmes. » Sa voix portait l'autorité de quelqu'un qui n'avait jamais été défié, jamais tenu responsable, jamais fait face aux conséquences de ses actes. D'autres officiers, Johnson et Davis, émergèrent de positions proches, attirés par la confrontation comme des requins sentant le sang dans l'eau. « Elle pense qu'elle a sa place ici, Thompson », appela l'officier Johnson, sortant déjà son téléphone pour enregistrer ce qu'il supposait être une autre humiliation de routine. « Ces gens n'apprennent jamais, n'est-ce pas ?» Les yeux de Thompson brillaient d'une haine qui couvait depuis des années, attendant la victime parfaite. « Affaires officielles », répéta-t-il moqueusement. « Laissez-moi deviner. Vous êtes avocate, juge, peut-être sénatrice. » Sa voix dégoulinait de sarcasme. C'est ce qu'ils prétendent tous quand ils sont pris là où ils n'ont pas leur place. Diana sentit le poids familier du racisme systémique s'abattre sur elle, mais elle garda son calme. « Officier, j'ai simplement besoin d'entrer au tribunal si vous examiniez mes références. » Les seules références dont vous avez besoin, c'est un casier judiciaire, grogna Thompson, s'approchant. Et vous êtes sur le point d'en avoir un. Ce qui se passa ensuite serait enregistré par de multiples caméras de sécurité, préservées à jamais comme preuve du moment où l'officier David Thompson commit la plus grande erreur de toute sa vie. Sa paume ouverte s'abattit sur le visage de Diana avec une telle force que sa tête fut projetée de côté. La mallette coûteuse s'envola de sa main. Documents légaux et ordonnances judiciaires s'éparpillèrent sur les marches de pierre comme des preuves de sa future destruction. Le son de l'impact résonna sur les murs du palais de justice, un craquement sec qui allait bientôt résonner dans ses cauchemars. Thompson lui saisit la gorge de sa main massive, ses doigts s'enfonçant dans son cou alors qu'il la projetait contre le mur du palais de justice. La plaque de bronze à 6 mètres au-dessus d'eux portait l'inscription « L'honorable juge des Washington préside ». Mais Thompson était trop aveuglé par ses propres préjugés pour remarquer l'ironie cosmique de ses actes. « La racaille comme vous n'a pas sa place dans une maison de justice », grogna-t-il, son visage à quelques centimètres du sien. Des postillons volaient de ses lèvres tandis qu'il parlait, sa haine crue et non dissimulée. Il est temps d'apprendre un peu de respect pour la loi et l'ordre. Des menottes métalliques mordirent les poignets de Diana alors qu'il lui tordait les bras derrière le dos avec une force inutile. Les autres officiers tournaient autour comme des vautours, leur téléphone enregistrant ce qu'ils pensaient être un travail policier de routine. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient en train de documenter l'arrestation d'une juge fédérale, créant des preuves qui allaient bientôt détruire toute leur carrière. Une autre arrogante qui pense pouvoir entrer dans n'importe quel bâtiment qu'elle veut. L'officier Davis rit, donnant un coup de pied aux documents légaux éparpillés. Regardez tous ces faux papiers.
ces criminels deviennent plus créatifs avec leurs arnaques. La mâchoire de Diana lui lançait là où la main de Thompson l'avait frappé, mais son esprit restait vif et concentré. Elle était à 4,5 mètres de sa propre salle d'audience, brutalisée par des officiers qui allaient bientôt apprendre qui contrôlait leur destin professionnel. L'ironie était suffocante, mais Thompson était sur le point de découvrir que la justice a sa propre manière de corriger les déséquilibres. Alors que Thompson la traînait sur les marches du palais de justice, Diana prenait mentalement note de chaque visage, de chaque rire, de chaque personne qui allait bientôt apprendre la véritable signification de la reddition de comptes. À l'intérieur du palais de justice, Thompson ressentit la poussée familière de pouvoir qui accompagnait une arrestation réussie. Tous les regards étaient braqués sur lui. Chaque chuchotement parlait de sa dernière démonstration d'autorité. Les gardes de sécurité acquiesçaient avec approbation. Les greffiers s'écartaient avec un respect déférent. C'était son domaine, son royaume, et il venait de rappeler à tous qui était vraiment aux commandes. Une autre pour le traitement, sergent Williams, annonça Thompson au sergent de bureau, la poitrine bombée de fierté. L'adrénaline pompait encore dans ses veines, le faisant se sentir invincible. Tentative de violation de la sécurité du palais de justice, résistance à l'arrestation, agression sur un officier de police. Le sergent Williams leva à peine les yeux de ses papiers. Après 15 ans à traiter les arrestations de Thompson, ce n'était qu'une autre réservation de routine. Toujours la même histoire, un jour différent. Quel est le profil de celle-ci? Le sujet agissait de manière suspecte autour de l'entrée du palais de justice, commença Thompson, sa voix portant l'autorité exercée par quelqu'un qui n'avait jamais été interrogé. Portait ce qui semblait être des documents légaux falsifiés, a prétendu avoir des affaires légitimes dans le bâtiment. Lorsque j'ai tenté de vérifier son identité, elle est devenue agressive et physiquement violente. Les mensonges coulaient de sa bouche comme l'eau, chaque fabrication s'ajoutant à la précédente, pour créer un récit qui correspondait parfaitement à ses préjugés et aux attentes du système. Thompson avait perfectionné cet art au cours de ses 12 années de travail policier, apprenant exactement quels détails mettre en avant et quels omettre. Dans la zone de détention du palais de justice, Diana était assise tranquillement sur un banc métallique, ses vêtements professionnels froissés par l'agression de Thompson. Les menottes étaient trop serrées, coupant la circulation de ses doigts. Mais elle avait connu pire inconfort pendant ses années de procureur fédéral. Son esprit parcourait rapidement les implications légales de ce qui se passait, cataloguant chaque violation de procédure et de droit constitutionnel. Elle pensa aux arrêts de la Cour suprême qui s'appliquaient à sa situation, Terrissé. Ohio concernant la suspicion raisonnable, Mirandas et Arizona concernant ses droits lors de l'arrestation, Bradis et Maryland concernant la préservation des preuves. En tant que juge fédéral avec 23 ans d'expérience, elle avait présidé des milliers de cas impliquant des fautes policières. Elle avait condamné d'innombrables accusés, écouté des témoignages sans fin et été témoin de tout le spectre du comportement humain. Mais elle n'avait jamais expérimenté le système de ce côté-ci. Jamais ressenti le poids déshumanisant d'être traitée comme une criminelle ordinaire. Jamais assise dans une cellule à se demander si la justice prévaudrait ou si la corruption triompherait encore une fois. L'ironie de sa situation était presque écrasante. Thompson avait agressé une juge fédérale à 6 mètres de sa propre salle d'audience. Il avait détruit des documents légaux qu'elle avait personnellement rédigés et signés. Il avait menotté la femme qui avait l'autorité constitutionnelle de le condamner à des décennies de prison fédérale. Son téléphone, confisqué lors de l'arrestation, contenait les numéros directs de la division des droits civiques du FBI, du bureau du procureur général et de toutes les principales autorités judiciaires de l'État. Sa mallette, maintenant étiquetée comme preuve dans le faux dossier de Thompson, contenait des documents judiciaires sensibles auxquels seul une juge fédérale en exercice aurait un accès légitime. Mais le plus important, Thompson était sur le point de commettre un parjure devant la seule personne qui avait à la fois le pouvoir et la connaissance de détruire toute sa carrière par une seule révélation. Si vous pensez que personne ne devrait subir une telle discrimination, tapez justice et dans les commentaires ci-dessous. Thompson a un autre cas intéressant, annonça l'officier Davis à la foule de force de l'ordre qui se rassemblait. Celle-ci était particulièrement délirante. Prétendait être une sorte de juge ou d'avocate, avait toute une mallette pleine de faux documents pour étayer son histoire. L'officier Johnson rit en faisant défiler la vidéo sur son téléphone. Ces gens regardent trop la télé. Ils pensent que s'ils agissent professionnellement et utilisent de grands mots, nous les laisserons entrer dans n'importe quel bâtiment qu'ils veulent. Ça ne marche pas comme ça dans le monde réel. Le racisme décontracté de leur conversation était stupéfiant par son ouverture.
des années d'autorité incontrôlée les avaient mis à l'aise pour exprimer leurs préjugés publiquement, convaincus que le système les protégerait toujours, quelles que soient leurs actions. Quelle est l'issue habituelle pour des cas comme celui-ci, demanda un jeune officier qui était nouveau aux détails du palais de justice. Affaire classée, répondit Thompson avec confiance. La juge verra clair dans son jeu. Ces gens obtiennent toujours la peine maximale parce qu'ils font perdre du temps à tout le monde avec leurs histoires tristes et leurs fausses accusations. Le système ne tolère pas ce genre de manque de respect. Thompson n'avait aucune idée que le système auquel il faisait référence était incarné par la femme assise menottée à seulement 6 mètres de là. Il n'avait aucune idée que sa victime était en fait la personne qui contrôlait tous les aspects de sa vie professionnelle, des mandats qu'il demandait, aux témoignages qu'il rendait, aux dossiers qu'il montait. Pendant que le traitement se poursuivait, Diana resta parfaitement calme, mais quiconque regardait attentivement aurait remarqué une légère courbure au coin de sa bouche. Elle prenait des notes mentales de chaque détail, chaque violation, chaque mot qui allait bientôt être utilisé comme preuve dans la poursuite fédérale qui allait détruire la vie de Thompson. Le chasseur était sur le point de devenir le chassé, et il n'avait aucune idée que le piège était déjà en place. Dans l'aile administrative du palais de justice, Thompson commença à élaborer le récit qui ferait ou déferait son dossier. C'était une forme d'art qu'il avait perfectionné en 12 ans de travail policier, l'équilibre délicat entre vérité et fiction qui transformait la réalité désordonnée en procédure légale nette. La clé était la confiance, des détails spécifiques qui ne pouvaient pas être facilement vérifiés, et une histoire qui correspondait parfaitement aux préjugés et aux attentes des juges et des procureurs. Thompson avait appris que le système était conçu pour croire les policiers, surtout lorsque ces policiers témoignaient contre des accusés qui ressemblaient à Diana Washington. « Laissez-moi vous expliquer le rapport d'incident », dit Thompson à la procureure Jennifer Walsh, une femme d'âge moyen qui avait travaillé avec lui sur des dizaines de cas au fil des ans. Le sujet a approché le palais de justice vers 8h45, affichant un comportement suspect cohérent avec une tentative de violation de la sécurité. Walsh hocha la tête avec approbation en prenant des notes. Les arrestations de Thompson avaient un taux de condamnation impressionnant, et elle avait appris à faire confiance à son jugement en la matière. Ses dossiers étaient toujours bien documentés. Son témoignage était toujours crédible, et ses arrestations aboutissaient généralement à des plaidoyers de culpabilité qui maintenaient sa charge de travail gérable. « Quel comportement spécifique avez-vous observé » demanda Walsh, sa plume prête à saisir les détails qui deviendraient le fondement du dossier de l'accusation. Le sujet était habillé de manière inappropriée pour des affaires judiciaires légitimes, commença Thompson, sa voix prenant le ton professionnel qu'il utilisait pour les rapports officiels. Elle portait une mallette coûteuse qui semblait incompatible avec son statut socio-économique, suggérant un vol ou une fraude possible. Chaque mensonge était soigneusement calculé, conçu pour semer le doute sur la crédibilité de Diana, tout en renforçant les stéréotypes qui rendraient le procureur et le juge plus susceptibles d'accepter sa version des faits. Quand je me suis approché pour enquêter, le sujet est devenu de plus en plus agité et verbalement agressif. Elle a prétendu avoir des affaires légitimes au tribunal, mais a refusé de fournir une pièce d'identité appropriée lorsqu'elle lui a été demandée. Thompson sortit son carnet, tournant à une page où il avait griffonné à la hâte des détails fabriqués pendant le processus d'arrestation. Le sujet a fait plusieurs déclarations menaçantes, y compris des affirmations selon lesquelles je regretterais de l'avoir arrêté, et que je ne savais pas à qui j'avais affaire. Des tactiques de diversion classiques que nous voyons chez les récidivistes. L'ironie de cette dernière déclaration était si profonde qu'elle était presque suffocante. Thompson avait absolument raison de dire qu'il ne savait pas à qui il avait affaire, mais pas de la manière qu'il entendait. Le sujet a-t-il tenté de fuir lorsque vous avez essayé de l'appréhender ? Demanda Walsh, anticipant déjà les éléments standards qui devraient être prouvés au tribunal. Absolument. Lorsque j'ai tenté de la placer en garde à vue pour la sécurité de tous, elle est devenue physiquement combative. Elle a tenté de me frapper au visage, de me donner des coups de pied, et a activement résisté à être menottée. J'ai été contraint d'utiliser la force minimale nécessaire pour maîtriser son comportement agressif. La fabrication de Thompson devenait de plus en plus élaborée à chaque phrase, transformant son agression brutale en un acte héroïque d'autodéfense. Il avait raconté des histoires similaires tant de fois que les mensonges venaient naturellement, coulant de sa bouche avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais été défié. Pendant ce temps, dans la cellule de détention, Diana utilisait ses connaissances juridiques pour analyser chaque aspect de sa situation. En tant qu'ancienne procureure fédérale spécialisée dans les affaires de droit civique, elle comprenait exactement ce que Thompson essayait d'accomplir avec son faux récit. Elle comprenait également quelque chose que Thompson ignorait.
Chaque mensonge qu'il prononcerait sous serment deviendrait une preuve dans la poursuite fédérale qui allait bientôt détruire sa carrière. Le parjure était un crime grave, surtout lorsqu'il était commis par un agent de la force publique dans le cadre d'autres crimes. Ses appels téléphoniques lors de la réservation avaient été surveillés et enregistrés, comme c'était la procédure normale. Mais Thompson n'avait aucune idée que le premier appel de Diana avait été adressé à la juge en chef Margaret Carter, l'alertant de préserver toutes les séquences de surveillance des caméras du palais de justice. Son deuxième appel avait été adressé à la division des droits civiques du FBI, demandant formellement une enquête sur la conduite de Thompson. La machine fédérale de la justice était déjà en marche, mais Thompson était trop concentré sur sa victoire tactique immédiate pour reconnaître le désastre stratégique qu'il était en train de créer pour lui-même. « Et les documents qu'elle transportait ?» demanda Walsh, feuilletant les photos des preuves. « Clairement falsifiés », répondit Thompson sans hésitation. « Documents légaux, dossiers, mémorandums judiciaires, matériaux auxquels aucun citoyen ordinaire n'aurait un accès légitime. Nous pensons qu'elle préparait une sorte de vol d'identité ou d'escroquerie, ciblant peut-être le personnel du tribunal. Les documents étaient, bien sûr, totalement authentiques. Diana les avait personnellement rédigés pour la plupart, signés et déposés par les canaux officiels, mais les préjugés de Thompson l'empêchaient de reconnaître les signes évidents d'authenticité. Cela semble être une affaire limpide, conclut Walsh, refermant son dossier avec satisfaction. Violation de propriété, agression sur un officier de police, résistance à l'arrestation et tentative de fraude. Les affirmations de l'accusée selon lesquelles elle serait juge ou avocate sont manifestement des tentatives désespérées d'échapper à la reddition de comptes. Thompson sourit d'une satisfaction morne. Encore un cas, encore une victoire, encore un rappel que le système fonctionnait exactement comme il était censé le faire. Les gens connaissaient leur place, ou ils l'apprenaient à la dure. Il n'avait aucune idée qu'en quelques heures, il allait apprendre exactement quelle était sa place dans la hiérarchie de la justice. La salle d'audience temporaire était bondée de la foule habituelle du matin, avocats, accusés, personnel judiciaire et observateurs curieux attirés par les rumeurs d'une affaire inhabituelle. Le juge Robert Parker, remplaçant la juge Washington mystérieusement absente, ouvrit la séance avec l'efficacité de quelqu'un habitué à traiter les affaires criminelles de routine. Le juge Parker était un homme mince et pâle d'une soixantaine d'années qui se glorifiait de diriger une salle d'audience efficace. On lui avait dit que la juge Washington faisait face à une situation d'urgence et serait indisponible pour le rôle du matin, mais il n'avait aucune idée que l'urgence était actuellement assise menottée à la table des accusés. Affaire numéro 2024 CR 8847, annonça le greffier avec une monotonie habituée. L'État contre l'accusé Jane Doe. L'utilisation de Jane Doe était une autre insulte calculée. Malgré les tentatives de Diana de fournir une identification appropriée, Thompson l'avait listée comme un sujet inconnu, la déshumanisant davantage et renforçant le récit selon lequel elle était exactement le genre de personne qui devait se trouver sur le banc des accusés. L'officier David Thompson s'approcha de la barre des témoins avec la confiance suprême d'un homme qui avait témoigné des centaines de fois sans jamais être sérieusement contesté. Son uniforme était impeccable, son insigne poli jusqu'à l'éclat, et son port projetait le genre d'autorité professionnelle que les juges et les jurys trouvaient immédiatement crédible. Il avait appris au cours de ses 12 années de travail policier que la perception était souvent plus importante que la réalité dans les procédures judiciaires. Un officier confiant avec un récit convaincant pouvait surmonter presque toute défense, surtout lorsque l'accusé correspondait à certains profils démographiques qui prédisposaient les juges et les procureurs à croire le pire. Officier Thompson, commença la procureure Jennifer Walsh, sa voix portant le ton respectueux que les agents des forces de l'ordre avaient appris à attendre du système judiciaire. Veuillez expliquer à la cour les événements qui ont conduit à cette arrestation. Thompson s'éclaircit la gorge et s'installa dans son témoignage avec l'aisance exercée d'un interprète professionnel. Chaque geste était calculé. Chaque pose était délibérée. Chaque détail était conçu pour renforcer sa crédibilité tout en sapant celle de Diana. Votre honneur, ce matin, vers 8h45, j'effectuais les protocoles de sécurité de routine à l'entrée du palais de justice lorsque j'ai observé l'accusé s'engageant dans un comportement suspect cohérent avec une tentative d'accès non autorisé à une propriété gouvernementale. Sur le banc des accusés, Diana était parfaitement immobile, ses mains menottées posées sur ses genoux malgré les entraves métalliques. La contusion sur sa joue due à l'agression de Thompson était clairement visible, mais son récit était déjà en train de recadrer même cette preuve pour soutenir sa version fabriquée des événements. L'accusé semblait effectuer une surveillance de l'entrée du palais de justice, continua Thompson, s'animant dans son histoire. Elle portait ce qui semblait être des documents légaux volés ou falsifiés,
et son comportement suggérait qu'elle se préparait à tenter une sorte de fraude ou de violation de la sécurité. Le juge Parker se pencha en avant avec intérêt, entraîné par le récit captivant de Thompson. « Qu'est-ce qui vous a spécifiquement rendu suspect, officier Thompson ?» « Plusieurs facteurs, votre honneur. Premièrement, l'accusée était vêtue de manière inappropriée pour des affaires judiciaires légitimes, mais elle portait une mallette coûteuse qui semblait incompatible avec son statut socio-économique apparent. Deuxièmement, elle traînait près de l'entrée du palais de justice d'une manière compatible avec la reconnaissance criminelle. Chaque mensonge était soigneusement élaboré pour semer le doute tout en renforçant les stéréotypes qui rendraient son histoire plus crédible. Thompson avait appris qu'un témoignage policier réussi ne concernait pas seulement les faits. Il s'agissait de créer un récit qui correspondait aux attentes et aux préjugés du public. Lorsque je me suis approché pour enquêter, continua Thompson, sa voix prenant le ton d'un professionnel patient traitant un sujet déraisonnable, l'accusée est immédiatement devenue hostile et évasive. Elle a refusé de fournir une pièce d'identité appropriée et a commencé à formuler des exigences de plus en plus agressives pour entrer au tribunal. La mâchoire de Diana se serra tandis qu'elle écoutait chaque fabrication, chaque distorsion de la réalité qui transformait sa demande polie d'entrée en exigence agressive. Mais elle resta silencieuse, prenant des notes mentales de chaque mensonge qui allait bientôt devenir une preuve dans la poursuite fédérale de Thompson. L'accusée a prétendu être avocate, puis juge, puis a dit qu'elle travaillait dans le bâtiment, continua Thompson, sa voix dégoulinant de mépris. C'est une tactique de diversion classique que nous observons chez les récidivistes qui pensent pouvoir se sortir d'affaire par la parole. Depuis la galerie, les officiers Johnson et Davis échangèrent des regards complices. Ils avaient entendu Thompson raconter des variations de cette histoire des dizaines de fois auparavant. Des visages différents, mais le même récit essentiel. Le système croyait toujours les policiers plutôt que les criminels, surtout lorsque ces criminels ressemblaient à Diana Washington. Quel était le comportement de l'accusé pendant cette interaction, demanda la procureure Walsh, posant les bases des accusations d'agression. De plus en plus agitée et menaçante, votre honneur. Elle n'arrêtait pas d'insister sur le fait que je regretterais de l'avoir arrêtée, que je ne savais pas à qui j'avais affaire. Lorsque j'ai tenté de désamorcer la situation en expliquant les procédures de sécurité du tribunal, elle est devenue physiquement agressive. Thompson marqua une pause pour faire de l'effet, laissant la tension monter dans la salle d'audience. C'est alors qu'elle a tenté de me dépasser pour entrer dans le bâtiment, et j'ai été contraint d'utiliser la force appropriée pour l'empêcher de violer la sécurité du tribunal. Le mensonge était si audacieux, si complètement opposé à la réalité que Diana admira presque l'engagement de Thompson envers son récit fabriqué. Mais elle savait aussi que chaque mot de son parjure était enregistré par le sténographe judiciaire, créant un dossier juridique permanent qui allait bientôt devenir une preuve cruciale dans sa poursuite fédérale. Thompson n'avait aucune idée que son témoignage confiant creusait en fait sa propre tombe à chaque mensonge. Thompson était en pleine forme maintenant, son témoignage fabriqué coulant comme une performance bien rodée. Des années de poursuite réussie lui avaient appris exactement quels détails souligner, quelles émotions projeter et quels boutons appuyer pour s'assurer que les juges et les jurys acceptent sa version des faits sans poser de questions. Officier Thompson, poursuivit la procureure Walsh, pouvez-vous décrire la nature spécifique de l'agression physique de l'accusé ? Absolument, votre honneur. Après que l'accusée a réalisé que son intimidation verbale ne fonctionnait pas, elle a eu recours à la violence physique. Elle a balancé son poing vers mon visage, me forçant à bloquer l'attaque avec ma main défensive. Thompson démontra le mouvement devant la cour, ses gestes précis et professionnels. Ce qu'il décrivait comme une action défensive était en fait le revers brutal qui avait laissé une ecchymose violacée sur la joue de Diana, mais sa présentation confiante rendait sa version crédible. Lorsque j'ai tenté de lui immobiliser les mains pour la sécurité de tous, elle m'a donné des coups de pied et a continué à se débattre violemment. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais affaire à quelqu'un qui représentait une véritable menace pour la sécurité du palais de justice. Le juge Parker hocha la tête gravement, complètement absorbé par le récit de Thompson. Quelles mesures avez-vous prises pour contrôler la situation ? J'ai utilisé la force minimale nécessaire pour maîtriser le comportement agressif de l'accusé, votre honneur. J'ai immobilisé ses mains avec les menottes de service et j'ai immédiatement appelé des renforts pour assurer la sécurité de toutes les personnes présentes dans la zone. Les mensonges de Thompson devenaient de plus en plus élaborés et confiants à chaque phrase. Il avait découvert des années auparavant que la clé d'un témoignage policier réussi était l'engagement envers le récit, quelle que soit la mesure dans laquelle il s'éloignait de la réalité. Je tiens à souligner à la cour, poursuivit Thompson, que j'ai fait preuve d'une retenue remarquable lors de cette rencontre.
L'accusé était clairement instable, peut-être sous l'influence de substances contrôlées. Un officier moins expérimenté aurait pu utiliser une force beaucoup plus importante pour contrôler son comportement agressif. Diana faillit sourire devant l'absurdité des allégations de Thompson. En tant que juge fédéral ayant présidé des centaines de cas de fautes policières, elle reconnaissait chaque élément de son modus operandi habituel. Accuser la victime d'être agressive, souligner la retenue de l'officier, suggérer la consommation de drogue sans preuve, et présenter la brutalité comme une application professionnelle de la loi. Officier Thompson, intervint le juge Parker. Selon votre opinion professionnelle, qu'est-ce qui a motivé le comportement de l'accusé? Les yeux de Thompson brillèrent de satisfaction. C'était exactement le genre de question qui lui permettait de présenter ses préjugés comme une expertise professionnelle. Votre honneur, au cours de mes 12 années d'expérience dans l'application de la loi, j'ai rencontré ce schéma de nombreuses fois. Certaines personnes croient avoir droit à un traitement spécial, que les règles ne s'appliquent pas à elles. Confrontées à une autorité légitime, elles ont immédiatement recours à des allégations de discrimination ou de brutalité policière. Sa voix s'éleva avec une indignation vertueuse, parfaitement calibrée pour plaire au sens de la justice et de l'ordre du juge. C'est honnêtement insultant pour les véritables victimes de discrimination. Votre honneur, cet accusé essaie de transformer de graves problèmes sociaux en armes pour détourner l'attention de son propre comportement criminel. Elle sait que si elle peut faire passer cela pour une question de race plutôt que pour ses crimes réels, elle pourrait manipuler la sympathie du public. Plusieurs personnes dans la galerie, principalement des employés du palais de justice qui avaient travaillé avec Thompson pendant des années, hochèrent la tête en signe d'accord. Son récit leur semblait familier et confortable, renforçant leurs convictions existantes sur le crime, la justice et l'ordre social. Thompson sortit son téléphone, faisant défiler une vidéo qui commençait opportunément au milieu de la confrontation. J'ai ici des images partielles, votre honneur, bien que malheureusement ma caméra corporelle ait subi un dysfonctionnement technique ce matin. Le mensonge coula de ses lèvres comme du miel. Thompson avait appris que la déclaration de dysfonctionnement d'équipement était souvent plus crédible que l'absence totale de preuves vidéo, et cela lui permettait de présenter des images soigneusement éditées qui étayaient son récit tout en dissimulant ses crimes réels. Cependant, cette vidéo de téléphone portable montre clairement le comportement combatif de l'accusé et ma réponse professionnelle à son agressivité. Diana savait que l'affirmation de Thompson concernant un dysfonctionnement technique était complètement fausse. Elle savait également que les images de sa caméra corporelle étaient automatiquement sauvegardées sur les serveurs du comté toutes les 60 secondes, quels que soient les problèmes d'équipement locaux. Mais Thompson ignorait apparemment les systèmes de sauvegarde qui allaient bientôt exposer ses mensonges. Officier Johnson, appela la procureure Walsh, pouvez-vous corroborer le témoignage de l'officier Thompson? L'officier Johnson se leva avec une précision militaire, son uniforme impeccable et ses expressions sérieuses. Oui, madame. J'ai été témoin de l'incident en entier, à environ 15 mètres. L'officier Thompson a géré la situation avec un professionnalisme et une retenue remarquables. Diana observa la toile de mensonges s'étendre, chaque témoignage de soutien rendant la chute éventuelle de Thompson plus dévastatrice. Johnson avait été l'un des officiers, riant et enregistrant sur son téléphone pendant qu'elle était brutalisée. Mais maintenant, il se présentait comme un témoin crédible du professionnalisme de Thompson. L'accusé tentait clairement de contourner les protocoles de sécurité, poursuivit Johnson avec une autorité rodée. Son comportement était erratique et conflictuel dès l'instant où l'officier Thompson l'a approché. Elle semblait déterminée à accéder à des zones restreintes par l'intimidation et de fausses allégations. Le juge Parker se pencha attentivement. Et la prétendue agression de l'officier Thompson? Votre honneur, j'ai personnellement observé l'accusé frapper l'officier Thompson au visage et tenter de lui donner des coups de pied lorsqu'il a essayé de lui immobiliser les mains pour la sécurité de tous. L'officier Thompson a fait preuve d'une retenue incroyable face à un comportement aussi agressif. Le parjure systématique était stupéfiant par son ampleur et sa coordination. 3 policiers étaient maintenant enregistrés, sous serment, racontant des mensonges coordonnés sur l'agression d'une juge fédérale. Ils avaient transformé leur agression criminelle en une application héroïque de la loi, leur victime en une dangereuse criminelle, et leur parjure en un témoignage professionnel. Mais Diana savait quelque chose qu'ils ignoraient. Chaque mot de leur faux témoignage était enregistré par le sténographe judiciaire, créant un dossier juridique permanent qui allait bientôt devenir une preuve cruciale dans leur poursuite fédérale pour complot, parjure et violation des droits civiques. Officier Davis appela ensuite la procureure Walsh,
complétant le trio de parjures qui allait bientôt détruire simultanément 3 carrières au sein des forces de l'ordre. Qu'avez-vous observé concernant la possession présumée de documents frauduleux par l'accusé? L'officier Davis s'approcha de la barre des témoins avec la même assurance répétée que ses collègues. À 28 ans, il était le plus jeune des 3 officiers, mais il avait rapidement appris que soutenir les récits de Thompson était essentiel pour l'avancement de carrière au sein de leur département. Votre honneur, je peux confirmer tout ce que mes collègues ont témoigné concernant le comportement suspect de l'accusé et l'agression agressive sur l'officier Thompson, commença Davis, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui n'avait jamais été sérieusement interrogé sur sa version des faits. Mais je veux me concentrer spécifiquement sur les preuves qui suggèrent qu'il s'agissait d'une conspiration criminelle préméditée plutôt que d'un incident spontané. Les sourcils du juge Parker se levèrent avec intérêt. La suggestion de préméditation aurait un impact significatif sur la sentence si Diana était reconnue coupable, potentiellement ajoutant des années à toute peine de prison. L'accusé portait ce qui semblait être une collection sophistiquée de documents légaux falsifiés, continua Davis, désignant la table des preuves où le contenu de la mallette de Diana avait été exposé. Dossier d'affaires, mémorandum judiciaire, correspondance administrative, matériaux auxquels seul le personnel judiciaire aurait un accès légitime. Diana voulait rire de l'ironie cosmique. Davis décrivait ses propres dossiers, ses propres ordonnances judiciaires, sa propre correspondance administrative comme des documents falsifiés. L'homme était si ignorant des procédures de base du tribunal qu'il ne pouvait pas reconnaître des matériaux judiciaires authentiques lorsqu'ils étaient directement devant lui. Selon mon opinion professionnelle, continua Davis, l'accusé planifiait clairement d'usurper l'identité du personnel judiciaire ou de tenter une sorte de stratagème de fraude sophistiqué. La qualité de ces faux suggère des ressources et une préparation importante. Thompson hocha la tête avec approbation depuis la table du procureur. Davis dépassait les attentes, ajoutant des couches de criminalité qui rendraient la situation de Diana encore plus désespérée et sa punition éventuelle plus sévère. Officier Davis, intervint le juge Parker, quels éléments spécifiques de ces documents ont éveillé vos soupçons? Davis ramassa l'un des dossiers authentiques de Diana, le tenant comme une preuve contaminée. Votre honneur, ce document contient des informations sensibles sur des affaires judiciaires en cours, y compris des délibérations judiciaires confidentielles et des communications privées entre avocats et clients. Aucun citoyen ordinaire n'aurait accès à de tels matériaux. Le document que Davis tenait contenait les propres notes manuscrites de Diana d'une affaire qu'elle avait présidée la semaine précédente. Son sceau judiciaire était clairement visible sur l'entête. Sa signature était authentique, et les numéros de dossier correspondaient à des entrées légitimes dans la base de données du tribunal. Mais les préjugés de Davis l'empêchaient de reconnaître les signes évidents d'authenticité. Il voyait ce qu'il s'attendait à voir, une femme noire avec des documents frauduleux plutôt qu'une juge fédérale avec des documents légitimes. De plus, continua Davis, s'animant dans sa fabrication, le comportement de l'accusée lorsqu'elle a été confrontée à ces documents était cohérent avec celui de quelqu'un qui savait qu'elle était engagée dans une activité criminelle. Elle est devenue évasive lorsqu'on lui a demandé leur origine et a refusé d'expliquer comment elle avait obtenu des matériaux aussi sensibles. Diana avait en fait essayé à plusieurs reprises d'expliquer que les documents étaient authentiques et qu'elle y avait un accès légitime en vertu de sa position de juge fédéral. Mais Thompson avait refusé d'examiner ses références ou d'écouter ses explications avant d'initier son agression. Commentez votre pays et votre ville. Voyons où la justice est célébrée dans le monde entier. La sophistication de ce stratagème de fraude, conclut Davis, suggère que l'accusé pourrait faire partie d'une organisation criminelle plus vaste ciblant le système judiciaire. Je recommande à cette cour de considérer les implications plus larges de ces actions lors de la détermination d'une peine appropriée. La procureure Walsh sourit de satisfaction en se préparant à conclure le dossier de l'État. Le témoignage avait dépassé ses attentes, dépeignant une criminelle dangereuse qui représentait une menace significative pour la sécurité du palais de justice et l'intégrité judiciaire. Votre honneur, annonça Walsh avec confiance, l'État estime que les preuves démontrent clairement non seulement un comportement criminel individuel, mais une attaque coordonnée contre les fondements de notre système judiciaire. La tentative de l'accusé de présenter cela comme un problème de droit civique est évidemment une stratégie de défense calculée conçue pour détourner l'attention de la gravité de ces crimes. Thompson s'accorda un moment de fierté silencieuse. C'était exactement comme cela que ces affaires devaient se dérouler, témoignage policier professionnel, preuves crédibles, et un accusé sans défense réaliste face à l'autorité combinée de 3 officiers assermentés. Officier Thompson, dit le juge Parker. Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter à votre témoignage avant que nous n'entendions l'accusé?
Thompson ne put résister à un dernier instant de triomphe. Il se leva lentement, la poitrine bombée d'une autorité vertueuse, et s'adressa à la cour avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais été tenu responsable de ses actes. Juste que des incidents comme celui-ci nous rappellent pourquoi nous avons besoin d'une application de la loi forte, votre honneur. Certaines personnes ne comprennent l'autorité que lorsqu'elle est soutenue par la force. L'accusé a appris aujourd'hui que les actions ont des conséquences, et j'espère que cette cour enverra un message clair que les attaques contre les forces de l'ordre et le système judiciaire ne seront pas tolérées. Il n'avait aucune idée à quel point ces mots se révéleraient prophétiques, ou qu'il venait de prononcer sa propre épitaphe en tant qu'agent de la force publique. Le piège était tendu. Les mensonges étaient enregistrés. Et Diana Washington était sur le point de provoquer le renversement le plus dévastateur de l'histoire du palais de justice. L'État conclut son dossier contre cet accusé, annonça la procureure Walsh avec une confiance suprême. Les preuves montrent clairement une violation de propriété, une agression sur des policiers, une résistance à l'arrestation et une tentative de fraude. Nous recommandons la peine maximale pour envoyer un message clair sur les conséquences de l'attaque des forces de l'ordre. Alors que Thompson descendait de la barre des témoins, il croisa une dernière fois le regard de Diana. Le clin d'œil qu'il lui fit était un geste de domination complète, de victoire totale et de confiance absolue que justice avait été rendue. Ce serait le dernier moment de triomphe de toute sa carrière. Le juge Parker ajusta ses lunettes et regarda la table des accusés avec l'expression lasse de quelqu'un se préparant à entendre des mensonges désespérés d'une criminelle condamnée. L'accusé peut maintenant présenter sa déclaration, bien que je doive noter que les preuves contre vous semblent assez substantielles. Diana Williams se leva lentement de sa chaise, les menottes cliquetant doucement à chacun de ses mouvements. Malgré la contusion violacée sur sa joue et l'état débraillé de ses vêtements après l'agression de Thompson, elle portait une dignité immistakable qui fit que plusieurs personnes dans la salle d'audience se sentirent mal à l'aise. Quelque chose dans sa présence était différent des accusés typiques qui comparaissaient dans cette salle. Sa posture était droite mais non défensive. Son expression était calme mais non résignée, et sa voix portait une autorité qui semblait remplir toute la pièce. « Merci, votre honneur, dit-elle doucement, ces mots portant un poids qui fit que le juge Parker leva les yeux de ses notes avec une attention soudaine. J'apprécie l'opportunité de répondre à ces allégations. Il y avait quelque chose dans son ton qui était inattendu, professionnel d'une manière qui ne correspondait pas au récit qu'on lui avait présenté. Sa diction était précise, sa grammaire impeccable, et son maintien suggérait quelqu'un qui était à l'aise pour s'adresser aux tribunaux plutôt que d'être jugé par eux. Premièrement, continua Diana, sa voix prenant la cadence mesurée de quelqu'un parfaitement familiarisé avec les procédures judiciaires. Je tiens à clarifier plusieurs inexactitudes factuelles dans le témoignage de l'officier Thompson. Ses yeux balayèrent la salle d'audience méthodiquement, se posant sur chaque personne qui avait soutenu les mensonges de l'officier. La qualité de son discours, la précision de son langage, la confiance de son maintien, rien ne correspondait au profil de la criminelle désespérée que Thompson avait décrite. Selon sa déclaration, je violais la propriété gouvernementale. Cependant, je marchais sur un trottoir public, m'approchant de l'entrée principale de ce palais de justice vers 8h47. Elle se tourna légèrement, s'adressant directement au juge Parker avec le genre d'autorité naturelle qui le fit se pencher inconsciemment en avant. Votre honneur, je suis sûr que vous êtes familier avec la décision de la Cour suprême dans l'affaire HEG contre le Comité pour l'organisation industrielle, qui établit clairement que les trottoirs publics adjacents aux bâtiments gouvernementaux sont des forums publics traditionnels où les citoyens ont un droit constitutionnel d'être présents. Les doigts du sténographe judiciaire se figèrent à mi-course. Ce n'était pas l'éclat émotionnel décousu qu'ils attendaient de quelqu'un faisant face à de graves accusations criminelles. Sa citation était exacte. Son raisonnement juridique était solide, et sa prestation était celle de quelqu'un qui avait passé des années à plaider le droit constitutionnel. De plus, continua Diana, l'officier Thompson a témoigné que je portais des documents suspects et a suggéré que j'étais impliqué dans un vol d'identité. Je voudrais examiner cette affirmation plus attentivement. Elle désigna la table des preuves où ces papiers éparpillés avaient été rassemblés, son mouvement gracieux, malgré les menottes qui restreignaient ses mouvements. Ces documents sont en effet des documents juridiques authentiques. Plus précisément, ils comprennent des dossiers d'affaires en cours, des mémorandums judiciaires et de la correspondance administrative, auxquels j'ai un accès légitime en ma qualité professionnelle. L'expression du juge Parker passait de l'indifférence à l'inquiétude. Qualité professionnelle ? Et quelle est exactement votre profession, mademoiselle ? Diana marqua une pause, un léger sourire effleurant les coins de sa bouche,
Ce qui fit sentir à Thompson le premier frisson d'une véritable peur lui parcourir l'échine. Williams. Docteur Williams. Et je pense que nous allons bientôt aborder mon parcours professionnel, votre honneur. La confiance dans sa voix, la terminologie juridique qu'elle utilisait avec une précision parfaite, la façon dont elle se tenait malgré les menottes, rien ne correspondait aux suppositions de Thompson sur ce qu'elle était censée être. Oh, votre honneur, si je puis continuer, dit Diana, sa voix prenant l'autorité immistakable de quelqu'un qui avait passé des décennies à donner des ordres dans les salles d'audience plutôt qu'à en recevoir. L'officier Thompson a également témoigné que je suis devenue verbalement agressive et que j'ai utilisé un langage grossier lors de notre rencontre. Elle marqua une pause, laissant la tension monter dans la salle d'audience silencieuse. Je voudrais aborder cette affirmation en invoquant mon droit du 5e amendement de garder le silence concernant toute déclaration que j'aurais pu faire pendant l'incident présumé. Cependant, je noterai que toute déclaration que j'ai faite était en réponse directe à une agression physique sans provocation, avertissement ou justification légale. La jeune greffière au dernier rang se redressa. Quelque chose dans la voix de cette femme, ses manières, sa maîtrise naturelle de la procédure juridique lui semblait familière d'une manière qui la mettait de plus en plus mal à l'aise. Maintenant, concernant l'affirmation de l'officier Thompson selon laquelle sa caméra corporelle a mal fonctionné, continua Diana. Et là, il y avait de l'acier dans sa voix qui fit que plusieurs officiers de la cour se crispèrent nerveusement. Votre honneur, je suis sûr que vous êtes au courant des règles fédérales de preuve, en particulier de la règle 106, qui permet la présentation de résumés complets lorsqu'il s'agit de dossiers électroniques volumineux. Le juge Parker se penchait en avant maintenant, son expression passant de l'ennui routinier à une profonde inquiétude alors qu'il commençait à réaliser que ce n'était pas une affaire typique. J'ai des raisons de croire que des preuves vidéo et audio complètes de l'incident de ce matin existent et seront mises à la disposition de cette cour par les voies légales appropriées. Le visage de Thompson commençait à perdre des couleurs. Son sourire confiant s'estompait alors qu'il commençait à comprendre que quelque chose tournait très mal avec ce qui aurait dû être une condamnation de routine. « Quel genre de preuves évoquez-vous » demanda le juge Parker, sa voix tendue par une appréhension croissante. Les yeux de Diana brillèrent d'une satisfaction à peine contenue. Votre honneur, ce palais de justice dispose d'une couverture étendue de caméras de sécurité, y compris des caméras numériques haute définition positionnées à intervalles de 4,5 mètres le long de l'approche principale, toutes connectées à des systèmes d'enregistrement centralisés avec des protocoles de sauvegarde automatique. Thompson sentit son estomac se nouer alors qu'il réalisait qu'il avait complètement oublié les caméras de sécurité du palais de justice dans sa précipitation à contrôler le récit par de faux témoignages. De plus, continua Diana avec une précision dévastatrice, le comté maintient des systèmes de sauvegarde automatique pour toutes les images de caméras corporelles d'officiers téléchargées sur un stockage cloud sécurisé toutes les 60 secondes, quels que soient les dysfonctionnements locaux allégués. Sa voix prenait le ton de quelqu'un donnant une leçon de procédure juridique à des étudiants qui auraient dû mieux savoir. Je voudrais demander formellement à cette cour d'émettre un ordre de préservation immédiat pour toutes les données de surveillance électronique de ce matin entre 8h45 et 9h15, y compris, mais sans illimité, les images de sécurité du palais de justice, les fichiers de sauvegarde des caméras corporelles des officiers et tous les enregistrements de téléphones portables qui ont pu être faits par le personnel des forces de l'ordre présent sur les lieux. La procureure Walsh se leva brusquement, sa confiance s'évaporant alors qu'elle réalisait que l'affaire échappait à son contrôle. Objection, votre honneur. L'accusé ne peut pas simplement faire des demandes de preuves sans représentation légale appropriée. Diana se tourna vers la procureure avec un regard qui fit faire à Walsh un pas en arrière involontaire. Il y avait quelque chose dans les yeux de Diana qui suggérait qu'elle était bien plus dangereuse que quiconque dans la salle d'audience ne l'avait réalisé. Votre honneur, les défendeurs pros ont le droit constitutionnel fondamental de présenter des preuves pour leur propre défense en vertu du 6e amendement à la Constitution des États-Unis. De plus, Bradis et Maryland établit clairement l'obligation positive de l'accusation de préserver les preuves potentiellement à décharge. Le silence dans la salle d'audience devenait assourdissant. Ce n'est pas ainsi que ces affaires se déroulaient habituellement. En outre, continua Diana, sa voix gagnant en force et en autorité à chaque mot, Gigliossé. États-Unis exige la divulgation de toute preuve susceptible de discréditer la crédibilité des témoins à charge, en particulier les agents des forces de l'ordre qui auraient pu fournir de faux témoignages sous serment. Le juge Parker s'éclaircit la gorge nerveusement. Mademoiselle Williams, vous semblez exceptionnellement familière avec les procédures juridiques complexes et le droit constitutionnel. Avez-vous une formation juridique formelle ? Le sourire de Diana devenait plus prononcé, bien qu'il n'atteigne pas ses yeux.
J'ai une certaine expérience du système judiciaire, votre honneur. Sa réponse était soigneusement neutre, mais ses yeux brillaient de quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement devant l'ironie cosmique de la situation. Elle marcha autant que les menottes le lui permettaient jusqu'à la table des preuves et désigna ses affaires éparpillées avec le genre d'autorité naturelle qui fit que tout le monde dans la salle d'audience lui céda inconsciemment le pas. Votre honneur, je voudrais également aborder la caractérisation par l'officier Thompson de ma présence dans ce palais de justice comme suspecte ou non autorisée. Diana désigna un document spécifique parmi les papiers éparpillés sur la table des preuves, son mouvement précis, malgré les contraintes limitant sa mobilité. Ceci est mon calendrier de cours quotidien, qui montre clairement que j'étais censé présider, excusez-moi, j'étais censé me présenter dans ce bâtiment pour des affaires judiciaires légitimes à partir de 9 h ce matin. Le bailli Henderson, un homme grand qui travaillait dans ce palais de justice depuis 15 ans, se figea soudain. Il fixait Diana avec une reconnaissance et une horreur croissante, son visage virant au blême alors que les implications de ce dont il était témoin commençaient à le submerger. L'officier Thompson a témoigné que je prétendais être quelqu'un d'important, continua Diana, sa voix portant l'autorité mesurée de quelqu'un habitué à contrôler les procédures judiciaires. Je voudrais clarifier que je n'ai jamais fait de telles affirmations spécifiques lors de notre brève rencontre. Elle marqua une pause, parcourant la salle d'audience avec le genre de présence imposante qui fit que tout le monde se redressa inconsciemment sur son siège. Cependant, j'ai tenté à plusieurs reprises de montrer à l'officier Thompson ma pièce d'identité officielle, qu'il a refusé d'examiner avant d'initier son agression physique non provoquée. Thompson transpirait maintenant, son assurance se fissurant alors qu'il commençait à réaliser que quelque chose tournait terriblement mal avec ce qui aurait dû être un cas de routine aboutissant à une condamnation facile. Votre honneur, dit Diana, sa voix prenant le ton de quelqu'un livrant des informations cruciales à une cour. Je possède, malgré l'interférence violente de l'officier Thompson, des documents qui établiront de manière concluante à la fois ma véritable identité et ma raison tout à fait légitime d'être dans ce palais de justice ce matin. La tension dans la pièce devenait insoutenable. Tout le monde sentait qu'ils étaient témoins de quelque chose sans précédent, bien que la plupart ne comprenaient pas encore exactement ce qui se passait. Le juge Parker commençait à avoir l'air nettement mal à l'aise. Quel type de documentation spécifique évoquez-vous ? Diana tendit soigneusement la main dans la poche de sa veste, bougeant lentement et délibérément pour ne pas effrayer qui que ce soit dans la salle d'audience de plus en plus tendue. Mon laissez-passer de stationnement judiciaire officiel délivré par le bureau administratif de ce palais de justice est mis à jour annuellement, ma carte d'accès au bâtiment programmée avec mon code d'entrée de mes chambres judiciaires personnelles et mon habilitation de sécurité biométrique, et mon identification judiciaire fédérale. Le bailli Henderson se leva soudain, le visage pâle alors qu'il reconnaissait la femme qu'il avait vue tous les jours pendant les 5 dernières années, marchant dans ces mêmes couloirs, entrant dans les mêmes chambres, présidant la même salle d'audience où elle était maintenant assise comme accusée. Votre honneur, dit Diana doucement, sa voix portant le ton immistakable de quelqu'un habitué à donner des ordres dans les salles d'audience plutôt qu'à les recevoir. Je crois qu'il y a eu un malentendu significatif sur qui exactement l'officier Thompson a agressé ce matin. Elle leva un porte-carte en cuir, et même de l'autre bout de la pièce, le sceau judiciaire fédéral doré était clairement visible pour tout le monde dans la salle d'audience. Peut-être devrions-nous suspendre la séance afin que les identifications appropriées puissent être vérifiées par les voix officielles, suggéra-t-elle, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait fait des milliers de suggestions procédurales similaires auparavant. Le juge Parker fixa le porte-carte, puis le visage de Diana, puis le bailli Henderson, qui hochait la tête sombrement en confirmation de ses pires craintes. La couleur avait complètement disparu du visage de Thompson, alors qu'il commençait à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait fait. Ses mains tremblaient, sa respiration devenait laborieuse, et sa carrière défilait devant ses yeux. La cour suspend sa séance pendant 15 minutes, dit le juge Parker d'une voix rauque, à peine audible dans le silence stupéfait. Alors que le marteau retombait avec un bruit de tonnerre, Thompson sentit son monde entier commencer à s'effondrer autour de lui. Quel que soit le jeu qu'il pensait jouer, il commençait à réaliser qu'il n'en avait peut-être pas du tout compris les règles. Pendant la pause de 15 minutes, le palais de justice bourdonnait d'une énergie nerveuse qui se répandait comme une traînée de poudre dans chaque couloir, bureau et chambre. L'information voyageait d'abord en chuchotis, puis par des appels téléphoniques de plus en plus frénétiques et des messages urgents. Dans une petite salle de détention adjacente à la salle d'audience, Diana était assise calmement tandis que le bailli Henderson tripotait ses clés, ses mains tremblantes alors que la pleine réalité de la situation le frappait comme un coup physique. « Juge Williams, murmura-t-il, la voix empreinte d'horreur et d'incrédulité. « Bon sang, juge Williams, je suis tellement désolé.
Je ne vous ai pas reconnu en civil, et quand ils vous ont amené comme ça. Sa voix s'éteignit alors qu'il luttait pour comprendre comment la respectée juge fédérale avec qui il avait travaillé pendant des années s'était retrouvée menottée dans une cellule de détention. C'est bon, Henderson, répondit Diana doucement, sa voix portant la même autorité douce qu'il avait entendue dans sa salle d'audience d'innombrables fois. Vous n'avez pas participé à l'agression de l'officier Thompson. Mais j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de très important pour moi. Tout, votre honneur. Absolument tout. Diana le regarda droit dans les yeux avec le genre de regard stable qui avait intimidé d'innombrables accusés au cours de ses 23 ans de carrière. J'ai besoin que vous alliez tranquillement dans mes chambres et que vous m'apportiez ma toge judiciaire. La noire avec la bordure dorée que je porte pour les procédures formelles. Elle marqua une pause pour insister. Et Henderson, apportez aussi mon marteau de cérémonie, celui gravé de ma cérémonie de nomination fédérale. Henderson hocha la tête vigoureusement et sortit en toute hâte, laissant Diana seule avec ses pensées tandis qu'elle se préparait pour la procédure judiciaire la plus importante de toute sa carrière. Henderson revint portant une housse à vêtements et une petite boîte en bois, son visage toujours pâle de choc, et une colère à peine contenue face à ce qui avait été fait à la juge qui l'avait fidèlement servi pendant des années. Vos robes, votre honneur. Et votre marteau de cérémonie. Diana se leva et dézippa la housse à vêtements avec une délicatesse délibérée, révélant les longues robes judiciaires noires qui avaient été son armure et son autorité pendant plus de 2 décennies. En les enfilant par-dessus ses vêtements civils, elle sentit la profonde transformation commencer. Le tissu se posa sur ses épaules comme un manteau d'autorité constitutionnelle. Chaque pli était un rappel du pouvoir qu'elle exerçait, du serment qu'elle avait prêté, de la justice qu'elle avait juré de protéger et de rendre. Le poids des robes était familier et réconfortant, la transformant de victime de Thompson en incarnation du pouvoir judiciaire fédéral. Elle ouvrit la boîte en bois et en sortit son marteau de cérémonie, son poids familier se logeant dans sa main comme une extension de sa volonté. Gravé sur son manche poli, le mot qu'elle avait choisi 23 ans auparavant lors de sa cérémonie de nomination, la justice est aveugle, mais elle voit tout. Henderson, dit-elle, ajustant ses robes avec les gestes habitués de quelqu'un qui avait accompli ce rituel des milliers de fois. Lorsque nous retournerons dans cette salle d'audience, je veux que vous m'annonciez avec le protocole judiciaire complet. Oui, votre honneur. Comment souhaitez-vous l'annonce? Diana Williams se redressa de toute sa hauteur, chaque centimètre de la juge fédérale qu'elle était depuis 23 ans. L'échymose sur sa joue due à l'agression de Thompson était toujours visible. Mais maintenant, elle servait un tout autre but. Ce n'était pas seulement la preuve de sa brutalité. C'était un symbole de la mesure dans laquelle le système était tombé, et à quel point il était sur le point d'être restauré. L'honorable juge Diana Washington préside, dit-elle avec une autorité calme mais absolue. Elle se regarda dans le petit miroir sur le mur, observant la transformation complète de victime en juge. La femme qui la regardait n'était plus la cible de Thompson. Elle était la justice elle-même, et la justice était sur le point de rendre son verdict. Pendant ce temps, dans la salle d'audience principale, Thompson était affalé sur sa chaise, son uniforme froissé et son visage blafard alors que la réalité de sa situation commençait à le submerger. Ses collègues officiers, Johnson et Davis, chuchotaient d'urgence entre eux, leur sourire confiant remplacé par des expressions de panique croissante. La procureure Walsh passait frénétiquement des appels téléphoniques, essayant de comprendre comment une affaire d'agression de routine avait échappé à son contrôle. Son accusation soigneusement construite s'effondrait en temps réel, et elle n'avait aucune idée de la façon de sauver la situation. La galerie se remplissait d'employés du palais de justice, d'avocats et de personnel judiciaire qui avaient entendu des rumeurs de quelque chose d'inédit se produisant. Les nouvelles allaient vite dans le monde clos du tribunal fédéral, et tout le monde voulait assister à ce qui promettait d'être un moment historique. La juge en chef Margaret Carter était entrée discrètement et avait pris place au premier rang, son expression grave alors qu'elle se préparait à documenter ce qu'elle savait être l'une des procédures judiciaires les plus importantes de l'histoire du palais de justice. Les mains de Thompson tremblaient alors qu'il contemplait la destruction de tout ce pour quoi il avait travaillé pendant 12 ans de service policier, sa retraite, sa réputation, sa liberté, tout ne tenait qu'à un fil parce qu'il avait choisi d'agresser la seule personne qui avait le pouvoir de le détruire complètement. Lorsque l'audience reprendra, dit Diana à Henderson en ajustant ses robes, l'officier Thompson apprendra ce que signifie vraiment la responsabilité. La voix du bailli allait bientôt résonner dans cette salle d'audience avec une autorité qui ferait que tout le monde se mettrait au garde à vous. Mais ce qui se passa ensuite resterait gravé dans leur mémoire à jamais. Un moment où tout l'équilibre du pouvoir bascula de la manière la plus dramatique possible.
Thompson était sur le point de découvrir que sa victime était en fait son juge, son jury et son bourreau, tout en un, et qu'elle avait 23 ans d'expérience dans la distribution de la justice à des gens exactement comme lui. Son téléphone, rendu pendant la pause, vibrait avec des appels manqués et des messages. La juge en chef Carter avait alerté la division des droits civiques du FBI. Le bureau du procureur général avait été notifié. Des enquêteurs fédéraux étaient déjà en route pour sécuriser les preuves et lancer ce qui allait devenir la plus grande affaire de corruption policière de l'histoire de l'État. Mais d'abord, Diana avait des affaires personnelles à régler. Thompson l'avait humiliée, agressée et avait tenté de détruire sa réputation par le parjure. Maintenant, elle allait lui montrer exactement ce qui arrivait quand quelqu'un s'attaquait au fondement même du système judiciaire. Le jour du jugement était sur le point de commencer, et il serait rapide, complet et absolument dévastateur. Henderson redressa son propre uniforme et se prépara à faire l'annonce qui allait tout changer. En quelques instants, le policier le plus puissant du palais de justice allait devenir l'accusé le plus impuissant, et la femme qui l'avait brutalisé allait devenir son juge. La justice était sur le point d'être rendue, et elle allait être parfaite. Tout le monde se lève. La voix de Henderson retentit dans la salle d'audience avec une autorité qui fit immédiatement que tout le monde se dressa. La galerie bondée se leva d'un seul homme, mais ce qui se passa ensuite resterait gravé dans leur mémoire à jamais. La cour est maintenant en session, l'honorable juge Diana Washington préside. Les mots frappèrent la salle d'audience comme un coup de tonnerre de la justice divine. L'officier Thompson, qui s'appuyait nonchalamment sur la table du procureur, se raidit comme frappé par la foudre. Le juge Parker, toujours assis sur ce qu'il réalisa n'être pas son siège, devint pâle comme la mort et commença à ramasser frénétiquement ses papiers. La bouche de la procureure Walsh s'ouvrit sous le choc, ses dossiers soigneusement préparés s'éparpillant sur le sol alors que l'ampleur de la situation s'abattait sur elle comme un raz-de-marée. Diana Washington entra par la porte de la chambre du juge, vêtue de sa toge judiciaire complète avec la bordure dorée captant les lumières du plafond. Elle avançait d'un pas mesuré et majestueux, celui de quelqu'un qui avait parcouru ce chemin des milliers de fois auparavant, son marteau de cérémonie fermement tenu dans sa main droite. Le silence était absolument complet. Pas une seule personne dans la salle d'audience bondée n'osait respirer. Elle prit place derrière le banc, son banc, et s'assit lentement, délibérément, avec le genre de dignité contrôlée qui fit que tout le monde comprit qu'ils étaient témoins de quelque chose sans précédent dans l'histoire de la jurisprudence américaine. Ses yeux balayèrent la salle d'audience méthodiquement, embrassant chaque visage choqué, chaque mâchoire tombante, chaque personne qui commençait enfin à comprendre l'ampleur cosmique de ce qui venait de se passer. « Officier Thompson », dit-elle doucement, sa voix portant tout le poids de l'autorité judiciaire fédérale qui s'était accumulée pendant 23 ans. « Vous pouvez rester debout. » Thompson semblait sur le point de vomir, de s'évanouir, ou les deux simultanément. Son visage était passé du rouge au blanc au vert en l'espace de 30 secondes, des gouttes de sueur perlant sur son front alors que toute sa vie s'effondrait autour de lui. « Votre honneur », balbutia le juge Parker, se levant de sa chaise avec l'urgence désespérée de quelqu'un essayant d'échapper à une catastrophe naturelle. « Nous n'avons pas, je veux dire. » Juge Parker, interrompit Diana, son ton sec, mais pas un quin. « Merci d'avoir géré ma salle d'audience pendant mon retard inattendu. Vous pouvez retourner immédiatement à votre propre rôle. Je m'occuperai de cette affaire. » Parker sortit pratiquement en courant de la salle d'audience, ses robes flottant derrière lui comme s'il était poursuivi par l'incarnation même de la justice. Diana reporta son attention sur Thompson, qui tremblait maintenant visiblement, ses jambes à peine capables de supporter son poids alors que l'horreur totale de sa situation devenait indéniablement claire. « Officier Thompson », continua-t-elle, sa voix ferme et contrôlée avec la précision de quelqu'un qui avait prononcé des milliers de verdicts. « Il y a environ 2 heures, vous avez témoigné sous serment dans cette salle d'audience. Vous rappelez-vous votre témoignage ? » La bouche de Thompson s'ouvrit et se referma comme un poisson qui se noie dans l'air, aucun son émergeant de ses cordes vocales paralysées. « Permettez-moi de rafraîchir votre mémoire, continua Diana avec un calme dévastateur. Puisque chaque mot que vous avez prononcé a été enregistré par notre sténographe judiciaire et fait maintenant partie du dossier légal permanent, elle sortit une transcription qui avait été préparée pendant la pause, ses mouvements délibérés et contrôlés. Vous avez déclaré, et je cite exactement, ces gens prétendent toujours être avocats, juges, sénateurs, n'importe quoi pour éviter la reddition de comptes. Vous souvenez-vous avoir dit cela sous serment, officier Thompson ? Thompson hocha faiblement la tête, ses jambes tremblant si violemment qu'il pouvait à peine rester debout. Vous avez également témoigné que j'étais,
et je cite, une autre reine de l'aide sociale à la recherche d'une subvention, et que vous aviez vu, et je cite, cette tactique auparavant. Est-ce exact? La salle d'audience était si silencieuse que le ronronnement de la climatisation ressemblait au rugissement d'une tempête approchante. La voix de Diana devint plus froide, plus précise, portant le poids de l'autorité constitutionnelle qui pouvait détruire des vies d'un seul mot. Et peut-être le plus mémorable, officier Thompson, vous avez déclaré sous serment que des gens comme moi devaient apprendre que, et je cite vos mots exacts, les actions ont des conséquences. Vous rappelez-vous ce morceau de sagesse particulier? Les genoux de Thompson fléchirent légèrement, et il dut s'agripper à la table du procureur pour ne pas s'effondrer complètement. Diana tendit la main sous son banc et en sortit une tablette, ses mouvements délibérés et méthodiques. La technologie représentait la différence entre l'ancien monde d'autorité incontrôlée de Thompson et la nouvelle réalité de la responsabilité absolue. Officier Thompson, je voudrais vous montrer des preuves qui sont parvenues à mon attention pendant notre brève interruption. Elle tourna l'écran de la tablette vers la salle d'audience, et le monde de Thompson explosa en 1 million de morceaux. Il s'agit d'images de la caméra de sécurité numéro 7 du palais de justice, qui maintient une vue dégagée en haute définition de notre entrée principale, enregistrant en continu sur un stockage numérique sécurisé. La salle d'audience regarda avec une horreur absolue les événements de la matinée se dérouler à l'écran avec une clarté cristalline. On y voyait Diana marchant calmement vers le palais de justice en civil, portant sa mallette avec une dignité professionnelle. On y voyait Thompson, émergeant comme un prédateur pour bloquer son chemin, regardez ce que nous avons là. Une autre reine de l'aide sociale qui essaie de se faufiler là où elle n'a pas sa place. Sa voix, limpide, emplit la salle d'audience par les haut-parleurs de la tablette, et plusieurs personnes eurent un hoquet audible devant la haine de ces mots. La vidéo continua avec une clarté horrifiante, montrant l'agression non provoquée de Thompson avec des détails vifs et indéniables. Chaque personne dans la salle d'audience observa sa paume ouverte s'abattre sur le visage de Diana avec une telle force que sa tête fut projetée de côté. Le son de l'impact était clairement audible, faisant grimacer plusieurs spectateurs de douleur sympathique. Officier Thompson, dit Diana, mettant la vidéo en pause au moment de l'impact. Voyez-vous une agression verbale de l'accusé dans ces images? Des grossièretés? Des menaces qui justifieraient cette agression? Thompson resta silencieux, sa carrière et sa vie se désintégrant sous ses yeux à chaque seconde qui passait. Continuons à regarder, dit Diana, reprenant la vidéo. La salle d'audience fut témoin de Thompson saisissant la gorge de Diana et la projetant contre le mur du palais de justice avec une force brutale. La racaille comme vous n'a pas sa place dans une maison de justice. Les propres mots de Thompson, prononcés avec venin et haine, résonnèrent dans la salle d'audience comme le glas de sa carrière. Plusieurs employés du palais de justice se levèrent et sortirent, dégoûtés, incapables de regarder davantage cette brutalité systématique. Maintenant, poursuivit Diana avec une précision dévastatrice. Examinons votre affirmation selon laquelle votre caméra corporelle a mal fonctionné ce matin. Elle fit glisser un nouveau fichier vidéo, et le visage de Thompson devint complètement blanc. Ce sont des images de sauvegarde de votre propre caméra corporelle, automatiquement téléchargées sur le système de stockage cloud sécurisé de notre comté toutes les 60 secondes. Un système dont vous avez apparemment oublié l'existence, officier Thompson. La nouvelle vidéo commença à jouer, et la voix de Thompson remplit à nouveau la salle d'audience. Mais cette fois, l'audio était encore plus accablant car il capturait ses pensées et motivations privées. Regardez cette arrogante qui pense pouvoir entrer dans mon palais de justice. La voix de Thompson grogna à travers les haut-parleurs. Ces gens ont besoin d'apprendre leur place. Il est temps de donner une autre leçon. Le racisme systématique dans son commentaire privé était stupéfiant par son ouverture et sa brutalité. Ce n'était pas seulement une force excessive. C'était un crime haineux capturé avec une clarté numérique parfaite. Officier Johnson, officier Davis, appela Diana, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui venait d'être témoin d'un parjure commis dans sa propre salle d'audience. Vous avez tous deux témoigné sous serment que l'officier Thompson a géré cette situation avec un professionnalisme remarquable. Souhaitez-vous revoir ces déclarations maintenant? Les deux officiers s'approchaient déjà de la sortie, leur témoignage confiant révélé comme un parjure évident par les preuves vidéo. Et ici, dit Diana, avançant la séquence pour montrer l'agression de Thompson depuis la perspective de sa propre caméra corporelle. Nous pouvons clairement observer le moment où l'officier Thompson a commis une agression criminelle contre une juge fédérale alors qu'elle tentait d'exercer ses fonctions constitutionnelles. Elle laissa ses mots suspendus dans l'air un long moment, chaque syllabe portant le poids de la loi fédérale.
juge fédéral, officier Thompson, pas une reine de l'aide sociale, pas une criminelle, pas une intruse, une juge fédérale nommée par le président des États-Unis et confirmée par le Sénat des États-Unis. Les genoux de Thompson lâchèrent finalement complètement, et il s'effondra sur la chaise du procureur, son corps tremblant sous l'ampleur de sa réalisation. « Mais attendez, » dit Diana, sa voix prenant un ton presque conversationnel qui rendait la tension encore plus insupportable. « Il y a des preuves supplémentaires que j'aimerais que la Cour prenne en considération. » Elle ouvrit un nouveau fichier sur sa tablette, et Thompson sut que sa destruction allait être encore plus complète. Il s'agit d'un enregistrement audio de la caméra corporelle de l'officier Davis, qui, apparemment, fonctionnait parfaitement ce matin, alors que la vôtre était prétendument en panne. Une nouvelle voix emplit la salle d'audience. L'officier Johnson, parlant à Davis pendant que Thompson agressait Diana. Le gars s'acharne vraiment sur celle-là. Tu crois qu'elle est vraiment quelqu'un d'important comme elle le dit? La voix de Davis répondit avec une cruauté décontractée. Non, mec, regarde-la. Thompson sait ce qu'il fait. Probablement juste un autre cas d'aide sociale qui essaie d'escroquer le système. Plus de rire de la part des officiers alors qu'ils regardaient leurs collègues brutaliser une juge fédérale, leur conversation révélant le racisme décontracté qui imprégnait toute leur approche de l'application de la loi. Les quelques spectateurs restant dans la galerie fixaient Thompson avec une répulsion non dissimulée. L'homme qu'ils avaient jadis respecté en tant que professionnel des forces de l'ordre était révélé comme un criminel et un raciste dont les actions avaient jeté l'opprobre sur l'ensemble du système judiciaire. Officier Thompson, dit Diana, déposant sa tablette avec finalité. Vous m'avez demandé plus tôt si j'avais une vérification d'emploi pour prouver mon droit d'être dans ce palais de justice. Elle désigna le sceau judiciaire fédéral monté sur le mur derrière son banc, puis sa plaque nominative, puis le tableau à l'huile d'aile qui ornait le hall du palais de justice. Eh bien, j'ai une vérification d'emploi. Je suis la juge fédérale présidente de ce palais de justice depuis 23 ans, officier Thompson. Chaque affaire dans laquelle vous avez témoigné, chaque mandat que vous avez demandé, chaque fouille que vous avez effectuée dans cette juridiction a été sous mon autorité constitutionnelle directe. Thompson retrouva enfin sa voix, bien que ce ne fût qu'un murmure. Votre honneur, je ne savais pas, les yeux de Diana brillèrent d'une fureur contenue. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas pris la peine de regarder, officier Thompson. Vous avez vu une femme noire, et vous avez fait des suppositions basées sur vos propres préjugés et votre haine. Elle se pencha légèrement, sa voix tombant à peine au-dessus d'un murmure, mais portant suffisamment d'autorité pour remplir toute la salle d'audience. Mais il y a autre chose que vous ne saviez pas, officier Thompson. La salle d'audience retint son souffle collectivement. Au cours des 8 derniers mois, continua Diana, sa voix gagnant en force et en autorité à chaque mot, j'ai mené une enquête fédérale approfondie sur les modèles de mauvaise conduite et de partialité raciale au sein de ce service de police, en collaboration directe avec la division des droits civiques du FBI et le ministère de la Justice. Le visage de Thompson devint complètement blafard alors que l'étendue de sa situation devenait claire. L'incident de ce matin n'était pas fortuit, officier Thompson. Vous étiez sous surveillance fédérale, et vous venez de nous fournir la preuve la plus parfaite, la plus univoque et la plus indéniable de violation criminelle des droits civiques qu'aucun procureur ne pourrait espérer. Elle leva son marteau de cérémonie et le tint devant elle, les mots gravés, la justice est aveugle, mais elle voit tout, captant les lumières de la salle d'audience. Officier Thompson, vous m'avez dit ce matin de connaître ma place. Eh bien, laissez-moi vous dire exactement quelle est ma place. Ma place est de garantir que des brutes comme vous ne puissent plus jamais se cacher derrière un insigne tout en détruisant des vies innocentes. Diana se leva, ses robes judiciaires flottant autour d'elle alors qu'elle se préparait à prononcer le verdict le plus important de sa carrière. Basé sur les preuves présentées dans cette salle d'audience, preuves provenant de votre propre bouche, de vos propres actions, de votre propre caméra, je vous déclare coupable d'agression au premier degré, un crime passible d'une peine maximale de 15 ans de prison d'État. Les mots frappèrent Thompson comme des coups physiques, chaque accusation détruisant une autre partie de son avenir. Je vous déclare coupable d'agression sur un officier judiciaire fédéral, un crime fédéral passible d'une peine minimale obligatoire de 10 ans de prison fédérale. L'avocat de Thompson, hâtivement convoqué pendant la pause, ferma les yeux et se prit la tête entre les mains, calculant déjà les décennies que son client passerait derrière les barreaux. Je vous déclare coupable de privation de droits civiques sous couvert de la loi, un crime fédéral punissable d'une peine pouvant aller jusqu'à la perpétuité lorsque la violation implique une tentative d'enlèvement et d'agression. À chaque prononcé, Thompson semblait se tasser davantage sur sa chaise,
le poids de la justice fédérale l'écrasant complètement. Et je vous déclare coupable de parjure au premier degré pour votre faux témoignage systématique donné sous serment dans cette même salle d'audience. Diana marqua une pause, laissant le poids de ses accusations s'abattre sur la pièce comme une couverture suffocante. Mais officier Thompson, cette affaire n'a jamais vraiment été à propos de vous personnellement. Vous n'êtes qu'un symptôme d'une maladie bien plus vaste qui a infecté notre système judiciaire depuis bien trop longtemps. Elle se tourna pour s'adresser à la galerie bondée, sa voix s'élevant avec la passion de quelqu'un qui avait dédié sa vie à la justice constitutionnelle. Pendant trop longtemps, nous avons permis aux policiers d'opérer en toute impunité. Pendant trop longtemps, nous avons rejeté les plaintes, ignoré les preuves et payé des règlements tout en permettant aux abus de se poursuivre sans contrôle. Pendant trop longtemps, nous avons dit aux victimes de brutalité policière que leurs expériences n'avaient pas d'importance, que leurs paroles ne comptaient pas, que la justice n'était pas pour elles. Sa voix remplit chaque recoin de la salle d'audience d'une autorité juste. Mais cet échec systémique prend fin aujourd'hui. Ce qui s'est passé dans cette salle d'audience prouve sans l'ombre d'un doute que personne, absolument personne, n'est au-dessus de la loi. Pas les policiers, pas les procureurs, pas les juges, pas les politiciens. Personne. Thompson s'effondra soudainement complètement, son corps secoué de sanglots qui résonnèrent dans la salle d'audience silencieuse. « Je suis désolé », murmura-t-il à travers ses larmes. « Je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. » Diana le fixa avec une expression qui aurait pu être interprétée comme de la pitié, mais sa voix, elle, demeura ferme, inflexible, sans la moindre hésitation. « Officier Thompson, vos excuses arrivent 23 ans trop tard, et derrière elles s'accumulent d'innombrables victimes oubliées. Vos remords ne surgissent que maintenant, uniquement parce que vous avez enfin été rattrapé par quelqu'un qui possède le pouvoir de vous obliger à répondre de vos actes. » Elle leva son marteau bien haut, symbole éclatant d'une justice implacable prête à s'abattre. « Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Dans vos ultimes instants d'homme libre, chaque personne que vous avez brutalisée au fil des années avait droit à la même justice que celle que je rends aujourd'hui. Chaque grand-mère que vous avez humiliée, chaque adolescent que vous avez piégé avec de la drogue, chaque professionnel que vous avez arrêté simplement pour avoir eu le malheur de se trouver dans le mauvais quartier. Tous méritaient de vous voir un jour tenu pour responsable. » Le marteau s'écrasa avec un fracas de tonnerre, lourd, définitif, sans appel. « Officier Thompson, vous êtes par la présente condamné à la peine maximale autorisée par la loi fédérale. Vous purgerez 35 années de prison fédérale, sans aucune possibilité de libération conditionnelle. » La salle d'audience explosa alors en applaudissements, qui résonnèrent sans faiblir pendant de longues minutes. La justice, enfin, s'était levée, claire, entière et incontestable. 6 mois plus tard, l'onde de choc se propageait encore, bouleversant jusque dans ses fondations tout le système judiciaire. Thompson commençait à purger sa peine tandis que plusieurs de ses collègues faisaient eux aussi face à des accusations fédérales. Le département entier fut placé sous tutelle, les caméras corporelles devinrent obligatoires, protégées par des systèmes de sauvegarde inviolables, et le courage de Diana inspira une nouvelle génération de défenseurs des droits civiques. Plus marquant encore, le palais de justice où tout s'était joué fut rebaptisé « Tribunal fédéral Justice Washington », une plaque de bronze immortalisant le matin où tout avait basculé. Ici, ce jour-là, la justice avait trouvé sa voie. Merci à chacun de vous qui avez tapé le mot justice et partagé vos localisations. Votre soutien à la transparence et à la responsabilité rend possible des histoires comme celle-ci. Cliquez sur j'aime si vous croyez que chaque être humain mérite la justice. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits où le courage triomphe de la corruption. Et partagez cette histoire, car la vérité finit toujours par trouver son chemin. Veux-tu que je garde ce ton solennel et dramatique pour toutes tes réécritures, ou préfères-tu parfois un style plus sobre et journalistique ?